Bonjour Monsieur Diakité, bonjour Madame Kadidia. Je suis venu à votre rencontre aujourd'hui pour que vous nous expliquiez la situation au Mali. Mais d'abord, pouvez-vous présenter votre parcours? Bon, je suis Bandjougou Diakité, je suis né en 1945. Je vais être bref, mais pour la petite histoire, au temps colonial, le commandant des cercles, le roi de la Brousse, il passait une fois par an, il mettait toutes les naissances dans un même sac. C'est pour cela que vous verrez souvent né vert. Donc je suis né en 1945. Et puis j'ai fait Bangassi dans le cercle de Kita, puisque il y avait différents cercles selon l'administration coloniale française. Le Soudan faisait partie de l'AOF, l'Afrique occidentale française. Donc je suis né au Soudan français. Donc quelques années après ma naissance, je suis devenu citoyen français de 46 à 60. Tous ceux qui sont nés avant l'indépendance étaient des citoyens français. Bon, après l'école primaire dans mon village, j'ai été au lycée Terrasson de Fougères, qui a été une pépinière de cadres soudanais, maliens et même de l'Afrique occidentale, l'ex-AOF. Bon, donc ce lycée est devenu le lycée Askia Mohamed, du nom d'un des héros et d'un des empereurs célèbres de l'Empire Songhai ou Songhai. De 60 jusqu'en 64, il y a eu donc la réforme de Modibo Keïta. Donc je faisais partie de la deuxième promotion du DF. Modibo Keïta, le premier président, a fait la réforme de l'enseignement pour africaniser les cadres et programmes typiquement maliens, inspiré un peu sur l'exemple de la Guinée. Donc après l'ODF, qui est l'équivalent à peu près du brevet français, BEPC, j'ai été à Katibougou, l'école normale secondaire, qui a été aussi une pépinière parce qu'il fallait remplacer d'enseignants, donc qui a été une pépinière d'enseignants, il fallait remplacer les jeunes professeurs français, alors qui étaient là dans le cadre de la coopération. Donc après l'école normale secondaire de Katibougou, à 7-8 km de Koulikoro, j'ai été affecté justement dans la 6e région à l'époque. Après l'indépendance, Modibo a divisé le Mali en 6 régions administratives. Kayo, Bamako, Ségou, Sikasso, Mopti, Gao. Donc c'est ainsi, depuis octobre 1966, j'ai des preuves ici, j'ai été affecté dans la région de Gao. Bon, ça m'a fait du bien parce qu'il y en a qui ont fait, comme on dit, des couloirs, c'est-à-dire qui ont évité d'aller dans la 6e région. Moi, j'ai mis plaisir malgré la chaleur relative. Donc je voulais connaître le Mali profond, mais le Mali sahélo-saharien aussi. Et j'avais un collègue à Kidal, ça m'a permis d'aller jusqu'à Kidal, jusqu'à Tamanrasset. Et de Gao, on m'a affecté à Gundam en 66-67. Bon, et on partait corriger l'ODF, les examens à Tombouctou. Donc ça m'a permis, je suis resté là jusqu'en 69, le coup d'État contre Modibo Keïta m'a trouvé à Gundam. Donc je suis resté là-bas jusqu'en 1969. Et 69-70, on m'a affecté à Bamako, m'a permis de connaître la capitale que j'avais connue quand j'étais au lycée Askia Mohamed. Bon, mais je voulais coûte que coûte continuer mes études et paf, il y a eu, après le coup d'État, il ne fallait pas protester contre le régime de Moussa Traoré. Alors, qui avait fait un coup d'État, je vous l'ai dit, en 68. Et nous, quand je dis nous, les enseignants, surtout j'étais du SNEC, le Syndicat national de l'éducation et de la culture, nous avons protesté avec nos élèves, les étudiants. Alors, on m'a affecté arbitrairement à Kaï. J'étais interdit de séjour à Bamako. Je devrais même aller dans la zone désertique, mais je leur ai dit, mais moi j'ai déjà fait Gao, Tombouctou, Gundam. Bon, allez, vous aurez, c'était Tchoukro, les militaires qui ne voulaient pas de contestation. Ainsi, je me suis retrouvé à Kaï pendant 1 an. Heureusement, j'ai été admis au concours professionnel d'entrée à l'école normale supérieure. Donc, j'aime souvent, on a souvent les anecdotes. Le ministre de l'époque, Yaya Bagayogo, ministre de l'Éducation, il m'a dit, mais qui vous a affecté? J'ai dit moi-même. Parce que j'étais admis au concours d'entrée à l'école normale supérieure comme étudiant en lettres, histoire et géo. Donc, en 72, donc j'ai fait 71-72, j'ai des anciens élèves ici en France, les Makan Sidibé et consorts. Donc, l'école normale supérieure, étudiant professionnel,
Hein. Alors, pendant 4 ans, et quand j'ai fini l'école normale supérieure, 3e de ma promotion, j'ai enseigné au lycée Sankoré, du nom justement d'un centre islamique ou plutôt d'une université de Tombouctou Sankoré. Ce lycée Sankoré, j'ai enseigné jusqu'en 80. Bon, entre-temps, nous avons eu à affronter le régime de Modibo avec nos élèves, nos étudiants. Hein, on était contestataires. En 77, lors du décès de Modibo Keïta, j'ai failli aller en prison. En 80, les élèves se sont soulevés, on leur a dit, il n'est pas temps de renverser Moussa, il vaut mieux chaque chose à son temps. Donc j'étais contestataire au temps du CMLN qui a été remplacé par le BEC, le Bureau exécutif central, parce qu'après Moussa a vu qu'il faut ouvrir la porte aux civils pour gérer le pays. Et j'ai même été élu en commune 1, parce qu'entre-temps, Bamako il y a eu une réforme administrative qui a divisé le Mali en 7 régions et Bamako en districts. Donc j'ai été conseiller municipal du district de la commune 1 de Bamako, parallèlement à l'enseignement de l'histoire et de la géographie. Et puis je faisais un peu de recherche et en même temps c'est nous, avec les Alpha Omar Konaré, qui avons organisé les biennales, parce que les militaires voulaient supprimer le festival annuel qu'on appelle Semaine de la jeunesse, durant lequel les régions telles que Gao, hein, vraiment on les appelait à l'époque les hindous du Mali. Donc j'ai participé aux différents festivals appelé Semaine de la jeunesse, qui permettait de rapprocher, de brasser la jeunesse malienne, comme on dit à l'époque, de les conscientiser, de les sensibiliser, de les rapprocher, pour mieux former une nation. Bon, alors, j'ai oublié une petite parenthèse. Entre-temps, quand j'étais au lycée, nous avons cohabité avec Aladdin, le fils d'un des chefs rebelles de la première rébellion de 1963. On aura le temps d'en parler, au temps Modibo. Ça, ce sont des anecdotes qui ont leur importance. Alors, donc, après 80, j'ai demandé à venir continuer mes études, aller à l'extérieur, continuer mes études. Bon, on nous a sélectionnés à partir des critères, il fallait être parmi les 3 premiers, etc. Je n'ai pas voulu être inspecteur. En même temps, je n'aimais pas tellement la politique de Moussa, sinon j'aurais pu être détaché. Hein. Donc, c'est ainsi que je me suis retrouvé en 80 en France, dans le cadre de formation de formateurs, pour enseigner dans les grandes écoles du Mali, école normale supérieure où j'avais fait mes études, l'ENA, l'ENI, l'école normale des ingénieurs, l'ENA, école nationale d'administration, l'IPR, Institut Polytechnique rural de Katibougou. Donc, mais malheureusement, nous avons eu nos bourses. Enfin, ici aussi, bon, j'ai dit malheureusement, j'ai continué à contester, à faire partie de l'ASMF, Association des étudiants et stagiaires du Mali en France. Bon, alors en même temps, j'ai côtoyé des jeunes comme Amidou Diabaté, Tcheblin Dramé. Amidou Diabaté a été ministre, il est l'un des leaders politiques de parrainage, un parti politique comme Tcheblin Dramé, le président. Bon, ça n'a pas plu au régime de Moussa et c'est ainsi que certaines bourses ont été coupées, on devrait rentrer. Et j'ai tout fait, il faut le dire, hein, je ne suis pas là pour trop parler de moi. Mais je me suis dit que comme les écoles sont fermées, les bourses sont coupées, j'ai fait venir ma famille et puis j'ai travaillé pour payer mes études. J'ai étudié à Paris 7, JCE, UEF de géographie, histoire et civilisation. Donc quand j'ai décroché mes diplômes à Paris 7, bon, après avoir travaillé dans le privé, j'ai eu la chance d'être sélectionné, d'être accepté comme professeur vacataire en lettres, histoire et géo, parce que j'ai oublié de vous le dire. Au Mali comme en France, je me suis perfectionné parallèlement aussi en français, formé plutôt en français. Donc j'ai eu la chance, j'ai lutté pour être prof de lettres, histoire et géo dans les lycées et collèges, puisque j'avais déjà enseigné. Et donc jusqu'à nos jours, alors j'enseigne, bientôt j'irai à la retraite. Mais parallèlement à l'enseignement, et je suis responsable associatif. Parce que j'ai dit associatif parce que j'étais sympathisant du parti majoritaire au Mali. C'est tout récemment que j'ai pris la carte. Mais j'ai plutôt beaucoup milité dans le cadre associatif. Parce que dans le cadre des villes jumelées, dans le cadre, et puis nous avons eu à lutter contre les effets de la sécheresse au Mali. Donc il fallait les migrants, les gens des foyers, les associations maliennes, dont la sienne, nous les avons fédérées. De 92 à nos jours. 92, nous étions il y avait à peine 30, 40, 50, maximum 40 ou 50 associations
qui sont toutes déclarées. Hein. Donc c'est ainsi qu'après la conférence nationale, quand on a créé le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, alors dans ce cadre confédéral, chaque pays d'accueil devrait former une fédération ou un conseil de base. C'est ainsi que je me suis retrouvé au conseil des Maliens de France en 92. Puis changé en Haut Conseil des Maliens de France, dont son association est membre, la mienne aussi, parce que je suis responsable de 2, 3, 4 associations. Et les associations sont les associations de loi 1901. Actuellement, nous sommes 451. Bon, dont la majorité est dirigée par Garo Dougouré. Et donc, il y a eu 3 présidents de 92 à nos jours, Makan Sidibé, Djadje Soumaré et actuellement Garo Dougouré. Donc, nous avons, parallèlement à nos occupations, nous avons organisé les Maliens, alors, avec un pied ici, un pied au Mali, sans être écartelés, tout en essayant de faire une synthèse. On ne veut pas, même nous avons été les premiers, j'ai été l'un des directeurs du centre de vacances, de voyage de découverte, retour aux sources au Mali. Donc, c'est ainsi que nous avons initié les colonies de vacances au Mali, disons les camps de découverte. Ça aussi, c'est une autre paire de mains, ça fait partie de mon parcours, parce que je suis aussi directeur de centre de vacances en France aussi bien qu'au Mali. Donc, voilà, j'ai quand même fait de mon mieux. Je suis marié, j'ai 11 enfants à l'africaine, j'en ai beaucoup, j'en suis fier. Alors, donc, voilà, mes enfants ont réussi. Et je continue aussi dans mon quartier après Créteil, je suis actuellement à Champigny. Alors, où on vient de former un collectif pour aider les Maliens du Nord. Donc, vous voyez, tout en travaillant, je fais de mon mieux pour vraiment essayer de fédérer les initiatives dans un cadre associatif. Tout en travaillant aussi avec les collègues, enfin dans le cadre de la décentralisation ou de la coopération décentralisée des villes jumelées. Ça aussi, c'est important. Bon, voilà en gros mon parcours. Bon, j'ai un peu écrit, j'ai collaboré à des revues, etc. etc. Okay. Très bien. Merci, Monsieur Diakité. Non, c'est parfait. Madame Kadidia, je vous passe le micro. Oui. Bon, je m'appelle Kadidia Yatara. Je suis née le 16 juillet 1945 à Tombouctou. Je suis de la même génération que Monsieur Diakité, mais mon parcours n'est pas aussi riche. Et puis je vais raccourcir pour ne pas empiéter sur le temps. Bon, j'ai fait bac scientifique au lycée de filles. L'école primaire, je l'ai passée à Tombouctou. Bon, j'ai échoué à la deuxième partie. Après, j'ai intégré l'office du tourisme. Et c'est là qu'on nous a accordé une bourse pour venir, puisqu'il y avait un organisme dans le 16e à la rue Ménil qui s'appelle ODTA, l'Organisation du développement du tourisme en Afrique. Donc cet organisme, on a voulu le transférer à Lomé, ce qui n'a pas réussi. Donc le personnel d'appui qui était là, on nous a dispatchés entre les ambassades. Parce qu'à l'époque, les ambassades, le secrétariat était tenu par les Françaises. Il n'y avait pas beaucoup d'étudiantes africaines. Bon, l'ODTA, on l'a rattaché au quai André Citoyen, qui est devenu à l'ACCT. Voilà, l'Agence pour la coopération technique. Et de l'ACCT, c'est devenu la francophonie. Voilà la francophonie. Bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Après, moi, je me suis retrouvée au consulat de Mauritanie, puisqu'on nous a dispatchés entre les ambassades. De 1972 à juillet 2010. Mais avant, j'ai été en Angleterre pour parfaire mon anglais à Cambridge. Après, je suis revenue. De là, je suis retournée sur les bancs de l'université. J'ai tenté de faire une licence d'anglais. Bon, je me suis arrêtée en cours de route au DEC pour des raisons familiales. Mais tout en travaillant, je me suis inscrite aussi à l'école des hautes études de sciences sociales, boulevard Raspail. Et là, j'ai pris un sujet justement sur les Touaregs, l'impact culturel-social sur le sud du Sahara. Et c'est un sujet qui a intéressé beaucoup de personnes, même les professeurs. Parce que la civilisation touareg est méconnue, il n'y a pas beaucoup d'écrits. Donc, on s'intéresse sur le vécu. Bon, d'accord, de là,
maintenant, il y a eu tous ces problèmes. La rébellion, il y a eu plusieurs rébellions. Les premières rébellions depuis l'indépendance 63, ce sont des revendications bien ciblées, bien précises. On a pu les surmonter. Après, il y a eu les revendications de 91 à 92. Et là, il y a eu les accords de Tamarin 7 qui ont été honorés. Sur 19,15 ont été honorés. Il n'y a que 4. Bon, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, c'est loin. Et après, il y a eu cette rébellion qui vient d'éclater. Mais cette rébellion, il n'y a pas d'idéologie derrière, il n'y a pas de revendication précise et ça n'a pas lieu d'être. C'est pourquoi on ne sait pas où on va, comment il faut faire. Et il y a eu 3 ou 4 groupes qui se sont entremêlés, qui se sont retrouvés sur le terrain. Pendant la crise libyenne, pouvez-vous nous expliquer quelle a été l'attitude du président Amadou Toumani Touré? Comme je l'ai dit l'autre jour, samedi 14 ou 7 14. Samedi 14. Quand il y a eu le coup d'État de Kadhafi, du colonel Kadhafi contre le roi Idriss Sénoussi en 69, il faut reconnaître que de 68, bon, et même un peu au temps Modibo, la région de Gao était délaissée, ou en tout cas sous-administrée. Il faut être juste. Alors, bon, ce qui fait que, et puis cette région aussi a connu un peu, parce qu'il faut expliquer pourquoi des Maliens se sont retrouvés en Libye. Donc, fuyant les sécheresses des années 70, ensuite fuyant la pauvreté, bon, mais Kadhafi les a appelés aussi pour sa légion islamique. Donc, des Maliens se sont retrouvés en Libye, tant pour des raisons économiques. Bon, quelques Touaregs ont intégré l'armée libyenne. Alors, c'est ancien. Bon, depuis les années 70 donc. Et même j'étais en contact avec le président des Maliens de Libye. Parce que je viens de parler du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Donc c'est pour vous dire que j'ai des sources, je ne vais pas citer de noms. Bon, et parmi les ex-rebelles, j'ai eu la chance d'avoir des anciens élèves qui m'informent aussi. Certains ont été intégrés, certains se sont rebellés 2 fois. Bon, donc voilà, les Maliens se sont retrouvés en Libye. Et il faut reconnaître aussi Kadhafi avait, parce qu'il faut le reconnaître, certains de mes anciens élèves, ils avaient, j'ai vu, il y en a qui avaient 4-5 parce qu'ils me font confiance. Bon, mais je n'ai pas voulu photocopier leur pièce d'identité. Donc, entre autres, certains avaient 4-5 pièces d'identité. Parce que on aura le temps, les Touaregs sont les Berbères, quoi. Mais parmi les Berbères, il y a les Touaregs. Les Touaregs sont au Mali, en Algérie, en Libye, au Niger, au Burkina. Il y en a moins en Mauritanie. Parce que quand on dit Ag, c'est Tamashek. Alors que Ould, c'est mort. On aura le temps de faire un peu d'ethnologie et même d'ethnographie, comme elle l'a dit, de culture. Bon, donc, déjà, il y avait des Maliens en Libye. Et puis, les liens sont anciens depuis donc, les années 70. Sinon, il n'y avait pas de relation diplomatique entre le roi Idriss Sénoussi et le Malien. Alors, c'est vrai, Kadhafi, après avoir armé ou fait appel à des Touaregs toute tendance, ou à des gens du sud de toute tendance, bon, lisez le livre ouvert, il ne cachait pas son islamisme, mais en même temps, comme il est panafricaniste, alors il a, et puis comme Alpha Omar Konaré a œuvré dans le sens, parce qu'il faut voir les racines des relations libyo-maliennes. Bon, donc Alpha Omar Konaré, le président, ancien président du Mali, qui a été président de l'Union africaine, de la Commission de l'Union africaine, avait œuvré pour rapprocher le Mali et la Libye. Alors, dans ce cadre-là, et pour réconcilier, c'est pas prétentieux, la Libye et en partie l'Occident, après Lockerbie et puis l'affaire du DC-10 de Ténéré. Alors, donc, la Libye a investi au Mali, tant dans l'office du Niger, à la cité administrative, banque libyo-malienne,
alors, donc vraiment, les rapports étaient forts. Bon, je ne vais pas citer les dessous des rapports libyo-maliens, bon, mais la coopération était fortement, relativement développée. Bon, parce que j'hésite à dire que, mais c'est plus ou moins vrai que la Libye équilibrait le budget du Mali. Bon, ça, j'ai pas de source. Mais quand même, la Libye a contribué au lancement de la télé malienne. La France, la Libye et l'Allemagne. Donc, vous voyez les relations libyo-maliennes. Bon, et ensuite, les pays sahélo-sahariens. Donc, le Mali fait partie. Et puis, la Libye finançait également l'Institut du Sahel, quelque chose comme cela. Donc, vraiment, la coopération libyo-malienne, le SILS, voilà, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Bon, je vais essayer d'être neutre, mais la Libye a ouvert entre-temps un consulat à Kidal. Bon, et avec le printemps arabe, bon, je vais vite, hein, avec le printemps arabe, eh ben, il y a eu une révolte à Benghazi. Or, la Libye étant membre de l'Union africaine, et Kadhafi, ça il faut le reconnaître, ça il était prodigieux à l'époque à l'égard au sein de l'Union africaine, qui était l'OIA. Son président Laura Idriss Senussi, qui a participé à la création de l'OIA en 63, mais quand Kadhafi est arrivé depuis les années 90, il a redynamisé l'unité africaine. Et surtout, il était de plus en plus panafricaniste. C'est mon point de vue. Tout en se tournant vers... ayant été déçu par le Maghreb et même par l'Égypte, j'ai l'impression que Kadhafi s'était tourné vers l'Afrique au sud du Sahara. Bon, il y a eu l'épisode de la bande d'Aouzou, bon, qui ne commet pas d'erreur. Bon, ça appartient au Tchad, je ne vais pas rentrer, je ne suis pas tchadien, je ne vais pas rentrer dans ce détail. Mais Kadhafi, le colonel Kadhafi, malgré ses déboires ou ses erreurs ou ses fautes, était panafricaniste et avait de fortes relations avec le Mali. Donc c'est normal qu'à Benghazi, quand il y a eu la révolution, ou la révolte, ou la rébellion, tenez comme vous dites, puis la création du CNT, alors pendant que Bernard-Henri Lévy va en guerre, hein, bon, on pense qu'il était au service du lobby juif, hein, bon, alors je suis un chercheur, je suis historien, personne n'est à l'abri de critiques, hein, le lobby juif existe, hein. Bon, alors un chercheur, enfin un écrivain qui va pousser à la guerre, ça c'est pas caché, hein. Il a poussé M. Sarkozy, notre président français, à la guerre, hein. Bon, plus le lobby militaro-industriel de l'OTAN, donc de français, anglais, américains, mais surtout de l'OTAN. Eux, alors ils poussaient à la guerre, parce que sous le prétexte d'empêcher que M. Kadhafi ne massacre les gens, bon c'est vrai, il y a eu des révoltes qu'il a réprimées, mais sous ce prétexte, je pense, c'est mon point de vue, et comme il y avait le président de l'ONU qui n'avait pas été consulté en Irak, donc l'ONU a mandaté, quand l'ONU a mandaté la France, le Royaume-Uni, etc., bon, il y a eu une dérive en faisant appel à l'OTAN. Sinon, faire descendre des armes dans le Djebel Nefoussa, alors qu'il n'y a pas eu une deuxième résolution, c'est critiquable. Bon, bref, c'est dans ce cadre que ATT, Amadou Toumani Touré, a été désigné pour faire partie d'une délégation. Il était chef de délégation, j'ai oublié le terme précis. Il était mandaté par ses pairs pour négocier. Avec le CNT. Avec le CNT. Et avec Kadhafi aussi. Hein, pour essayer de trouver un point d'accord. Le CNT demandait le départ de Kadhafi. Et Kadhafi demandait que le CNT dépose les armes. Mais la mission de l'Union africaine était presque sabotée, hein, parce que, comme l'a dit notre collègue de la FETAF l'autre jour, la mission d'ATT a été méprisée par les Occidentaux. Et en même temps, comme on dit, par la prétendue opinion internationale. Donc voilà le cadre
des relations libyo-maliennes, alors et de l'intervention de tentative de médiation d'ATT. Bon, mais peut-être que ça n'a pas été assez abordé, mais certains d'entre nous avons dit à ATT, parce que par l'intérieur de ce conseil, que c'est bien, il n'a pas signé la réadmission des sans-papiers maliens qui doivent retourner en France, au Mali, mais on craint les répercussions de la guerre de la Libye. Et lui-même, il l'a dit, avant même la mort de Kadhafi, après la mort de Kadhafi, il a dit qu'ils sont comme le président, comme les autorités nigériennes. On dit que il y a des craintes dans la bande sahélo-saharienne. Alors, ces craintes, est-ce qu'elles concernent des transferts d'armes, voire de combattants de la Libye vers le Mali? Les deux, parce que comme je l'ai dit, certains étaient dans l'armée libyenne, certains étaient des mercenaires. Alors, donc, le chef est à mort. Alors, c'est pour cela, c'est curieux, le Mali qui aidait Kadhafi. Alors, on peut comprendre les rebelles, mais moi, je ne peux pas les excuser parce que le Mali aidait la Libye. Alors, mais quand Kadhafi est tombé, ils se sont rabattus sur leur pays d'origine, en grosso modo. Mais parmi ces combattants ou ces rebelles, on dit Touareg, il y avait, et il y en a des Arabes, des Peuls, des Bambara. Voilà, Nigériens, voilà. Voilà, ce n'est pas du tout Touareg. Parce que ça aussi, il faut rétablir la vérité. Bon, alors donc les armes, parce que encore une fois, est-ce une chance? J'ai quelqu'un qui fait un ancien élève qui fait partie de ceux qui sont venus, mais eux ils se sont ralliés à Gamou. Bon, là c'est la géopolitique, c'est un géographe disait Yves Lacoste que la géographie ça sert à faire la guerre, un de mes profs de Paris 7. Donc étant donné que le Mali est dans une position stratégique géopolitique, bon alors ces rebelles qui viennent, bon, et puis bon, est-ce qu'il faut accuser Kadhafi quand il a ouvert les camps pour que le peuple s'arme? Alors donc, les rebelles, entre autres Maliens, se sont armés. Et ATT même l'a dit, les militaires le disent. Des missiles sol-sol, donc qui peuvent attaquer les chars, des missiles sol-air. Bon, il y a un débat. Et le Niger a pu désarmer les siens armés. Quand on dit désarmer, donc ils étaient armés. Bon, pourquoi ATT n'a pas su ou n'a pas pu, l'armée d'ATT quoi, n'a pas pu ou n'a pas su les désarmer. Mais je suis géographe aussi. Le passage, le col de la région montagneuse entre le Niger et la Libye est difficilement contrôlable. Or, non, ce n'est pas là. Non, c'est pas ça. Je vous le dirai après. Oui, c'est une région montagneuse à la frontière du Niger et de la Libye. Alors que c'est à 700 km de l'Adra des Ifogas. Donc, alors ce col-là, ce passage-là a été utilisé par les rebelles parce que le Mali essaie de surveiller ses frontières, mais 2000 km de frontières à surveiller, c'est difficile par la jeune armée, par l'armée malienne, pardon. Donc, pourquoi on n'a pas pu les désarmer et pourquoi le Niger les a laissés passer, pourquoi l'Algérie, voilà, avec les armes, pourquoi l'Algérie les a laissés passer. Bon, j'aime pas souvent parler des dessous de l'actualité, je suis pas journaliste, des dessous de l'histoire, mais est-ce que l'Algérie n'a pas voulu punir un peu le Mali? Parce que le Mali d'ATT était taxé laxiste pour avoir par exemple libéré monsieur Kamat, le français que ATT a remis personnellement à notre président de France, Sarkozy. Alors contre des
des 4 terroristes que le Mali a jugés et 3 étaient d'origine algérienne. L'un est d'origine algérienne, l'autre 3 sont d'origine algérienne et l'un est d'origine mauritanienne. Donc on pense que ATT est un peu a été laxiste. Mais pourquoi l'Algérie et le Niger les a laissés passer? Parce que le Mali n'a pas de frontière avec la Libye. Hein. Je vais pas la Libye, je vais pas dédouaner ATT. Voilà comment ils ont pu pénétrer armes et bagages au Mali, frustrés en Libye. Peut-être frustrés au Mali parce qu'elle le disait, bon, les accords, c'est dommage, j'ai pas les différents accords, mais c'était d'un côté une affaire, une bouteille à moitié vide pour certains Touaregs, enfin rebelles, etc. Mais c'était une bouteille à moitié pleine pour le Mali. Voilà. Donc voilà comment et pourquoi ils ont pu rentrer au Mali et faire des revendications. Ça, c'est mon point de vue. Un peu avant le putsch du 22 mars, le Mali avait envoyé 3 personnes en délégation ici pour contrecarrer la publicité et les dires du MLA, du représentant du MLA. Parmi ces 3 personnes, il y avait Mohamed Mahmoud, qui est un ex-rebelle, Touareg qui a intégré, qui contestait la rébellion et qui apportait des preuves pour dire que leurs revendications ne sont pas fondées. Il y a un arabe, Moulay Haïdara, qui est fonctionnaire des douanes, donc qui pèse dans l'économie, les entrées et les sorties, et l'approvisionnement du Nord. Et Mohamed Mahmoud, l'ex-rebelle, c'est lui qui contrôle toutes les actions qui concernent le développement du Nord du Mali. Il a laissé même un texte ici que peut-être que je vous ferai parvenir pour montrer les investissements du Mali. Et il y a un 3e du Sud, Bachili, et que je n'ai pas rencontré. Donc lui, étant ex-rebelle, il avait des relations directes avec les rebelles. Ils sont tous parents, ils se connaissent. Et il leur a posé la question. Et ils ont dit qu'ils ont posé la question au Niger. Comment est-ce qu'ils ont vu ces mercenaires-là, ces Maliens, quitter la Libye, traverser leur terrain pour rentrer au Mali sans contrôle? Ils ont dit, l'armée nigérienne a dit, on ne les a pas vus. Que eux, ils ont répondu, c'est pas possible. Vous les avez vus, mais vous ne pouvez pas faire face et vous vous êtes tus. Vous ne nous avez pas prévenus. Et c'est pas normal. Et ces rebelles-là même ont confirmé que le soir, il y a les avions de l'OTAN qui les suivaient, qui les surveillaient, qui les suivaient, mais qui ne les bombardaient pas, qui les orientaient, avec des appareils ultra sophistiqués, ultra violents. Donc c'est bien organisé, c'est la guerre de la Libye qui a été transférée au nord du Mali, ce n'est pas une rébellion touareg. Donc ATT ne peut pas faire face. J'ai assisté à une conférence à l'université américaine parisienne, à la rue du Colonel Colombe. Et là, ce sont des experts qui ont parlé. Quand eux, ils parlent, c'est qu'ils peuvent parler et ils sont autorisés à parler. Il paraît que le président ATT avait fait des commandes d'armement à la France pour équiper l'armée quand le MLA s'est prononcé. Mais la commande n'a pas été honorée, elle a traîné. C'est en ce moment que le président ATT s'est retourné vers d'autres pays et ça n'a pas été apprécié non plus par la France. Ils ont précipité le putsch. D'accord. Ah, mais ça, c'est des éléments qu'on ignorait. Ah non, qui viennent d'être dit. Non, on ne savait pas. Oui, qui viennent d'être dit il y a quelques jours. Donc si ce sont des experts de haut niveau qui fréquentent des milieux que nous, on ne peut pas fréquenter, qui sont dans les grands secrets, quand eux, ils parlent ce qu'ils peuvent parler et qu'il est temps de livrer la vérité, l'information. Ça ne vient pas de moi. Donc ce sont des raisons militaires. Et en plus, là aussi, ce sont des rumeurs de coulisses. Et quelles coulisses? Ça à prendre avec des pincettes, mais on la livre. Au moment où, en 2007, la France propulsait, soutenait la candidature de ATT, en fait, c'est pour faire barrière à un leader politique, à un parti politique, ce n'est pas la peine de nommer la personne, et en même temps pour faire barrière à lui-même, parce qu'il était prédestiné à l'époque
pour prendre en main une armée africaine et on va négocier, voir comment cette armée-là, cette personne, cette structure va siéger avec le Conseil de sécurité de l'ONU. Or, il y a une rivalité latente inouïe entre les différentes régions. Ceux qui conseillaient, qui sont autour des présidents, voulaient ce poste pour d'autres pays. Donc il fallait l'occuper, il n'est pas au courant qu'il ait la présidence et pour libérer le poste pour d'autres pays. Malheureusement, jusqu'à présent, ça n'a pas pu se faire. Et Kadhafi voulait, après ces 2 mandats, peut-être que lui aussi, il appuierait la candidature pour qu'il soit chef d'état-major de l'Afrique ou chef d'état-major au moins de la CEDEAO. Conflit de compétences. Voilà. Conflit de compétences et conflit d'intérêt. Voilà. Et les gens pensent que c'est la raison principale même du coup d'État. Puisque les émeutes de l'Afrique centrale, si vous vous rappelez, République centrafricaine, ils n'ont pas voulu négocier, ils ont réclamé le président ATT comme médiateur, qui lui a donné une certaine renommée dans le milieu militaire. Donc pour le discréditer, si son armée même le discrédite, pour le montrer incapable, on ne peut plus le nommer. Voilà. Merci. Je voulais juste ajouter un élément. Mohamed Ag Erlaf, qui a été ministre, a eu, c'est vrai que les Occidentaux ont financé, entre autres, d'autres amis du Mali, pour développer le Nord. Alors Ag Erlaf a eu, c'est officiel, 32 milliards. Ah oui, l'année dernière, le chiffre a été publié pour le Nord. Donc vous voyez, le gouvernement s'apprêtait quand même à insérer, parce qu'il y a eu des essais, il y a eu des projets, il y a des projets. Donc j'allais oublier ces 32 milliards, d'autres disent 40 milliards, mais j'ai vu noir sur blanc 32 milliards. Et ensuite, vous voyez, le col s'appelle le col où ils sont passés. Alors aux frontières, il y a les montagnes ici là. Donc ça s'appelle voilà. Ça s'appelle passage de Salvador. La passe de Salvador. La passe de Salvador. Donc la passe de Salvador, c'est entre le Niger et la Libye. C'est une région montagneuse, environ 700-800 mètres d'altitude. Ouais, c'est loin de l'Adra des Iforas. Voilà. Voilà. Donc c'est à la frontière nigéro-libyenne ou libyo-nigérienne. Vous voyez la flèche. Tout à fait. Voilà, sur une carte aux sources Jeune Afrique. Merci. En tout cas, c'est l'OTAN qui les a guidés, qui les a fait rentrer au Mali. C'est l'OTAN qui les a encadrés pour les faire rentrer. Eux-mêmes, ils l'ont confirmé à leurs ex-frères rebelles. Merci. Très bien. Donc, pour que l'on comprenne un petit peu les événements, donc, qui sont les putschistes et pourquoi ont-ils renversé Amadou Toumani Touré le 22 mars 2012 ? Alors, je pense qu'il y a la frustration des militaires. Et là, c'est un débat. On dit Sanogo et son groupe devraient aller au front. Au lieu d'aller au front, ils se sont rebellés. Souvent, on vous livre des dessous de l'actualité, des rumeurs, mais qui ont des grains de vérité. D'autres disent non, et il a fait son coup d'État parce que l'armée malienne est moins armée, avait moins de matériel. Par exemple, on n'avait pas de missiles sol et sol-air, et de chars, beaucoup de chars amphibies. On avait quelques hélicoptères et des MiG français. Bon, donc, pour Sanogo, l'armée n'était pas prête à affronter la rébellion. Mais en même temps, il faut reconnaître que le recrutement de l'armée malienne laissait à désirer. Parce que quand il y a la corruption, quand les gens sont recrutés, s'engagent pour être soldats afin d'échapper au chômage, alors ils ne sont pas prêts à mourir pour leur patrie. Donc l'armée, voilà, c'est un manque de vocation. Mais c'est vrai aussi, c'est le chien qui se mord la queue. Et dans les différents accords, elle vient de le dire, l'armée malienne devrait évacuer le nord. Et oui, par exemple, maintenant qu'il y a 45 gendarmes, ça a été dit publiquement. Donc le ministre leur a dit de se replier sur le Niger. Donc c'est le problème est militaire,
Puis, alors, comme on va être collé à l'actualité, Kati, c'est l'armée de terre. Alors, des femmes de Kati avaient déjà vu ATT pour lui dire que vraiment les gens sont en train de mourir. C'est vrai, il y a eu des massacres de soldats maliens. Alors donc ça a poussé les militaires à faire le coup. Mais aussi, Sanogo s'appuie sur quelque chose. Il faut reconnaître que l'entourage d'ATT, ça c'est dans les journaux et nous sommes un peu au courant, était trempé dans les affaires. Il y en a qui s'étaient enrichis. Donc Sanogo pense, si vous voulez, Sanogo c'est Moussa Dadi Camara, Sankara, un peu de Sankara, un peu de Moussa Dadi, et même un peu de Blaise, etc. Et oui, il a un côté révolutionnaire, un côté populiste. Or, il s'est trouvé que les négociations ont échoué avec le ministre de la Défense. Bon, Gassama. Donc, les militaires, pour des raisons militaires, pour des raisons politiques et sociales, parce que Sanogo disait que les hommes politiques, aussi bien qu'ATT, sont responsables des différents désastres à Kidal, Tessalit, Menaka, etc. Or, c'est là, je ne prononce pas un jugement de valeur, ben, la réalité aussi est que les rebelles ont profité du coup d'État pour prendre Gao, Tombouctou et Kidal. Bon, voilà, mais Sanogo dit c'est militaire, c'est politique, c'est social, pour nettoyer un peu, comme il l'a dit. D'accord, très bien. Alors, on a entendu parler donc de l'Azawad à propos du nord du Mali, mais si j'ai bien compris, l'Azawad, ça ne concerne pas que le Mali. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'Azawad et qui sont les différents chefs militaires qui tiennent actuellement le nord du Mali? Voilà. L'Azawad, il n'y a jamais eu de royaume ou empire Azawad. L'Azawad, c'est une vallée, comme on peut dire les Vosges ou le Massif central, c'est le nom d'une vallée. Au nord de Tombouctou, entre Tombouctou et Taoudénit. Voilà. Mais avant d'arriver à l'Azawad, la réclamation de l'Azawad, au moment de l'indépendance déjà, je remonte à la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu quelques familles, quelques partis politiques qui se sont mis à la disposition de la France. Et après la guerre, en récompense, il y a eu une carte secrète, carte géographique qui leur a été livrée. Donc pour dire qu'ils peuvent se détacher du Mali. Et cette carte est restée secrète. Au moment de l'indépendance, la première rébellion s'est appuyée sur cette carte. Modibo a dit qu'il n'y en a pas question de partition. Il a maté la rébellion. Et l'Algérie l'a aidé. Parce que le Mali a servi d'arrière-plan au FNL, à Gao. Surtout à Bouteflika, qui est reconnu comme l'Algérien mauritanien. Il est aussi connu que n'importe quel Malien là-bas. Donc il y a cette première tentative. L'Algérien malien. L'Algérien malien. Voilà. Le contraire. Voilà, tu as dit mauritanien. Malien, excusez-moi. Donc il y a eu cette première tentative. Après, la France encore a relancé la création de l'OCRS, l'Organisation commune des régions du Sahel. Le président Modibo Keïta a refusé, appuyé par d'autres chefs d'État. Il n'en est pas question de créer un État au milieu du Sahara. Donc cette tentative a échoué. Donc l'Azawad a eu des précédents qui n'ont pas pu s'établir. C'est sur ça qu'ils se sont reposés pour dire qu'ils créent l'Azawad. Tant que cette carte, elle n'a pas été retrouvée et que les autorités maliennes et ces rebelles et ceux qui détiennent la carte ne se mettent pas autour d'une table pour négocier et gérer cette terreur, il y aura toujours quelques personnes qui vont ressortir pour revendiquer, pour faire ceci, cela. Ce n'est pas pour semer la discorde, mais les autorités maliennes et ces populations doivent s'entendre et déminer cette nébuleuse. L'empire n'a jamais existé.
Et merci. Et concernant les différents chefs militaires, alors? Oui. Et avant de passer aux chefs militaires, souvent les gens confondent l'Azawad vers Menaka, Niger, et l'Azawad. Donc j'ai fait un peu de Tifnar, donc il ne faut pas les confondre. Le Tifnar, c'est la langue des Tamashek. Bon, alors les différents chefs militaires, principalement ils sont 5. Bon, on aurait pu en ajouter un. Alors puisqu'il y a 3 groupes. Alors ACMI, alors Al-Qaïda Maghreb islamique, ACMI, et Ansar Din, qui sont des fondamentalistes, si vous voulez, des intégristes, et puis voilà les salafistes, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails de l'islamologie. J'ai fait islamologie aux langues orientales, mais c'est pas le sujet, mais on fera allusion. Et enfin le MNLA. Bon. Alors, MNLA qui lutte pour l'Azawad. Pour l'Azawad, et qui est laïque. Ah oui, la différence est importante. Voilà, alors que ACMI, une branche d'Al-Qaïda, bon, et puis qui sont sunnites. Bon, Ansar Din aussi est sunnite, mais Ansar Din est un peu proche des Wahhabites. Or, les Wahhabites, ils sont tous originaires d'Arabie Saoudite, ces idéologies-là. Alors, elles sont toutes originaires de l'Arabie Saoudite, on ne va pas rentrer dans les détails. Alors, les principaux chefs, Bilal Ag Sherif. Alors, on le surnomme à juste titre, parce que je suis d'accord en gros, parce qu'on ne peut pas venir sur les détails. Alors, on dit qu'il est le politique, la branche, il dirige la branche politique du MNLA. Ah bon. Alors, la branche politique du MNLA, et Yad Ag Ghali, qui est l'islamiste d'Ansar Din. Et ensuite, Al-Gabas Ag Intala, alors lui, on le surnomme l'électron libre, parce que il n'est pas d'accord avec les 3 tendances. J'ai oublié un petit groupe, c'est un groupe qu'on appelle le groupe Pujol, mais je vais le préciser après, parce que eux aussi ils sont venus de Libye. Ils ont leur personnalité. Donc, en plus de Intala, qui est appelé l'électron libre, nous avons Abu Zaid. Abu Zaid, alors de l'ACMI, alors c'est lui qui n'hésite pas à égorger. Ah oui, ça, il y a eu des preuves en Algérie, aussi bien qu'au Mali. C'est pourquoi Tchèblin Dramé qui a été, je le cite, qui a été en Mauritanie pour négocier. Et après, ils ont libéré quelques militaires maliens, dit que certains ne sont même pas maliens. Voilà. Ils sont venus d'Algérie, ils sont venus d'Afghanistan, etc. Alors, donc, après Abu Zaid, le tueur de l'ACMI, nous avons Mokhtar Bel Mokhtar. On pense que lui, il serait à la tête d'un réseau de trafiquants de drogue. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Un Boeing qu'on a essayé de brûler, qui transportait de la drogue au nord du Mali. Alors, et ça a bouleversé les autorités maliennes. Et ATT a même dit que 31 soldats maliens sont morts en essayant de lutter contre les narcotrafiquants. Alors donc, on soupçonne Mokhtar Bel Mokhtar, qui a été vu à Tombouctou, peut-être à Gao. Donc, on a des preuves. Et ces différents groupes-là sont alliés au groupe Boko Haram de Nigeria. Donc vous voyez, ça devient une sorte d'international. Voilà. Alors ces différents chefs ont essayé, parce que nous avons des relations avec nos camarades nigérians. Alors Boko Haram est en train de les aider, c'est-à-dire les extrémistes musulmans du nord Nigeria. Voilà les 3 principaux. Et l'un est même député à l'Assemblée nationale. Il n'a pas renoncé. Je vais vérifier, mais ça doit être j'ai oublié, mais je vais préciser après. Qui n'a pas renoncé à son statut de député et qui est en même temps rebelle. Ouais. Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc voilà les principaux. Bon, il y a un autre Gamou, qui s'était rallié. Paraît-il, oui, il n'y a pas paraît-il, qui s'était rallié, qui avait été reçu par ATT, mais ensuite qui a rejoint les rebelles. Mais maintenant on dit qu'il fait bande à part. Donc au Gamou, même s'il n'est pas électron libre, on n'arrive pas à le contrôler. Bon, est-ce un agent double? Point d'interrogation.
Voilà, voici les principaux chefs. Merci. Oui, c'est vrai que dans cette région, il y a l'Algérie qui a aussi qui a joué un jeu assez trouble pendant des années. Bon, on va parler moins de l'Algérie. Bon, si vous voulez parler de l'Algérie, on peut, mais je voudrais également parler après l'Algérie également, que vous parliez de l'attitude des autorités françaises justement pendant tous ces événements. Oui, l'Algérie, tout en nous aidant, en aidant les amis maliens, depuis la guerre d'Algérie, comme elle l'a dit, nous les avons aidés. Hein. Bon, c'était l'arrière-garde. Donc l'Algérie se souvient de cela, et puis on a pu gérer les problèmes de frontières, on a pu gérer les problèmes du pétrole, parce que dans tout ça, on n'en a pas parlé. Alors, il y a des ressources sous-jacentes dans ces conflits-là, qui génèrent tous ces conflits, parce qu'il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a de l'uranium, etc. Et j'en passe. Bon. Ah oui, c'est vrai. Tout à fait. Le plus grand océan d'eau douce. Oui. Déjà Kadhafi a exploité les nappes phréatiques, les nappes d'eau souterraine à travers des nappes phréatiques. C'est vrai. Voilà. Pour verdir le désert, donc il y a effectivement de l'eau. Or l'eau, c'est la vie dans le désert. On ne doit pas l'oublier. Bon, donc l'Algérie quand même a aidé le Mali, il faut le reconnaître, à résoudre les différents conflits, ou plutôt à négocier, à jouer le rôle de facilitateur. Rébellion de 90. Alors, rébellion de Fagaga, enfin, rébellion de 90, 91 ou 92, 93, hein, puisqu'il y a eu le pacte national, on a brûlé les armes, mais c'est l'Algérie qui avait négocié en amont pour en rapprocher les deux bouts. Bon, puis, les accords de Tamanrasset. Puis, la révolte ou la rébellion de Fagaga de 2006, l'Algérie a joué un rôle aussi comme médiateur, comme médiatrice. Bon, alors, mais, comme je l'ai dit tout de suite, l'Algérie est mécontente parce qu'elle trouve que le Mali était de plus en plus laxiste. Bon, ATT, on essaie de le comprendre, mais l'Algérie dit qu'il n'aurait pas dû, il devrait livrer à l'Algérie 3 terroristes de l'AQMI. C'est pour cela qu'on pense que l'Algérie, excusez-moi, alors a essayé de punir le Mali, je pense. Mais je peux me tromper. Mais pourquoi il les a laissés passer aussi? Mais en même temps, l'Algérie doit être vigilante parce que les rebelles ont pris 7 personnes du consulat d'Algérie à Gao. Alors donc vous voyez, or c'est l'Algérie la première puissance régionale. Voilà. Si elle veut, alors tout en négociant, mais en même temps le bâton et la carotte, elle peut mettre fin à ce conflit. Merci. C'est elle qui a l'armée la plus puissante de la région. Et concernant les autorités françaises alors? Non, il y a un petit point pour l'Algérie. Oui. L'Algérie a la plus longue frontière avec nous. Et l'Algérie a aussi une population berbère et des Touaregs. Et l'Algérie est dans le point de mire des Occidentaux actuellement. Donc elle a peur que ce qui se passe au Mali ne se transfère pas chez elle. Donc, elle baisse un peu la tension. Et en même temps, elle souhaiterait, après la Libye, prendre le contrôle de toute cette région. Donc, elle est devenue un peu timorée, ou elle traîne un peu les pieds pour aider le Mali. Voilà. Maintenant, pour les autorités françaises, je laisse le professeur. Oui, pour les autorités françaises, le Mali, nous ne sommes pas tellement satisfaits, parce que quand le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, a été au Mali, alors il a dit il faut faire la paix, il faut négocier. Le Mali a dit non, il faut que les rebelles déposent les armes, mais il s'est surtout intéressé aux otages français, alors que des Maliens étaient massacrés. Ça n'a pas plu aux autorités maliennes. On comprend les Français, mais sachant qu'ATT aussi a fait de son mieux pour libérer M. Kamat. Et donc, ça c'est et deuxièmement, les autorités françaises, nous les soupçonnons parce que déjà il y a le problème de la réadmission. Alors, comme ATT n'a pas signé, alors dans le cadre des accords franco-maliens, n'a pas signé le texte de la réadmission. C'est quoi la réadmission? C'est-à-dire que les policiers maliens viennent prendre les sans-papiers menottés et les ramener au Mali.
Ça, c'est impopulaire. Or, Wade a signé l'accord de réadmission. Le Burkina l'a signé, mais combien de Burkinabés sont en France? Bon, le nombre de Maliens en France sans papier, je ne le sais pas. Bon, même si c'est élevé. Mais ATT dit, tous ceux qui travaillent, bref, il faut, ATT, et nous, la diaspora au Mali, en France ici, nous réclamons la régularisation des sans-papiers. Or, ATT a bien dit aux autorités françaises que l'aide que les sans-papiers, plus nous qui sommes en règle, l'aide que les envois que nous faisons, voilà, c'est le double de l'aide bilatérale française. Voire même des fois certains disent le triple. Le triple, voilà, oui, bon, comme il y a des sous qui partent dans des valises, on ne peut pas les estimer. Sinon, Western Union, la Poste, MoneyGram, on les envoie dans le foyer, on peut l'estimer. Voilà, mais de main à main, donc d'où le terme triple. Donc, en plus, le Mali en veut les médias. Les deux porte-paroles de MLA alors sont sur les médias. Bon, nous, d'accord, la France est un pays de droit. Bon, un pays de la liberté de la presse, mais le Mali aussi. Mais nous avons l'impression qu'en ce qui concerne la tribune, l'audience accordée au MLA, il y a 2 poids 2 mesures. Nous sommes là, même si on ne représente pas l'État malien. Quand on les invite, les médias, quand on manifeste, on est beaucoup plus surveillé, plus que ceux de MNLA. Donc, la diaspora aussi n'est pas contente, et l'État malien, de l'attitude de la France. Bon, évidemment, comme elle l'a dit, il y a le contentieux le contentieux colonial de la guerre d'Algérie. Il y a le contentieux donc des sans-papiers. Il y a le contentieux libyen. Il y a, oui, c'est-à-dire que il y a le contentieux même si on remonte de la résistance. Mais ça c'est Takubao, c'est en 1894. Voilà, quand la colonne Bonny a été massacrée par les Touaregs de Cheboun, appelés Touaregs ou Limondem de Fourim. Donc c'est vrai, il y a assez de contentieux. Mais voilà, mais actuellement aussi le Mali étant une position stratégique, la France, les États-Unis voulaient avoir la base de Thessalite sous prétexte de lutter contre AQMI. Or, le Mali avait chassé les militaires français. Alors, on ne veut pas de base militaire. Or, sans l'aide étrangère aussi, vous voyez la quadrature du cercle, il est difficile de vaincre la nébuleuse de l'AQMI, la nébuleuse des narcotrafiquants. Et ensuite, le Mali, la France n'a pas eu de marché, ou plutôt de contrat pour l'exploitation du pétrole. Et oui, et du gaz. Le Mali a préféré les anglo-saxons. Et même l'Afrique du Sud, bon, l'Afrique du Sud elle est africaine mais anglo-saxonne, l'Australie c'est anglo-saxon, et ensuite l'uranium de l'Adra des Iforas qui a été dans le contrat, ce sont les Américains et les Japonais qui se partagent ce contrat de prospection. Donc, on n'a pas besoin de faire la géopolitique, de faire la géostratégie pour comprendre que la France n'est pas contente du Mali. Il n'y a que la CMDT, la compagnie malienne des textiles, etc. Le coton, quoi. Voilà. Et puis, l'énergie du Mali était mixte, alors à capitaux franco-maliens. Bon, et puis nous parlons français, les Maliens de France. Bon, donc il n'y a que ces 3 éléments. Voilà, ouais, bon, il y a la francophonie aussi, c'est vrai. Mais alors la francophonie, ce n'est pas, même si c'est la France qui la finance à plus de 50%. Alors donc à part la francophonie, à part la diaspora, à part le coton, alors à part, comme je l'ai dit tout de suite, l'énergie du Mali, voilà, bon, la France n'a pas beaucoup d'intérêt. Non. Beaucoup de France-Afrique. Non. Oui. Très bien. Ouais. Merci. Alors, quelle perspective, bonne ou mauvaise, voyez-vous dans un avenir proche pour le Mali? Bon, je pense que la sagesse va l'emporter. Déjà, même si nous sommes frustrés, nous sommes meurtris, alors il faut garder la tête froide, c'est vrai, il y a eu des massacres, mais en perspective, les rebelles ont déjà libéré des officiers maliens. Bon, les déloger, ça ne va pas être facile.
Bon, les élections, n'en parlons pas, c'est mon point de vue, il n'y aura pas d'élection d'ici 1 ou 2 ans. 2 ans, c'est mon point de vue, je peux me tromper. Bon, alors, la bouteille peut être à moitié pleine, parce que, alors, ces gens de ceux qui sont maliens, le MNA, moi je pense qu'on peut s'entendre s'ils renoncent à leur indépendance. Si on peut revenir aux accords de Tamanrasset, le pacte national d'abord, puis Tamanrasset, accord d'Alger, etc. Bon, c'est dur, hein, parce que ceux qui ont perdu les siens, c'est pas facile. Mais aussi, ça va être dur de faire partie ACMI aussi bien qu'en sardine. Mais si le Mali est aidé, si nous avons la logistique, moi je pense que ces rebelles n'ont pas d'arrière-garde, n'ont pas d'arrière-base, de base arrière. L'Algérie, c'est difficile. Le Niger, l'Algérie est impossible, le Niger ne veut pas les accepter, la Mauritanie non plus. Bon, ils ne peuvent pas retourner en Libye. Donc ils ont intérêt à s'entendre avec le Mali, et bien avec l'État malien. Donc, mais à chaud, les perspectives à chaud ne sont pas immédiatement bonnes. Donc, mais à la longue, un proverbe bambara, l'une des ethnies la plus nombreuse, la plus importante au Mali, à peu près 2 à 3 millions ou 4 millions sur 14. Alors, un proverbe dit que la langue et les dents peuvent se quereller. C'est-à-dire que les dents peuvent blesser, on peut se blesser la langue par les dents sans faire exprès. Mais les deux finissent par cohabiter. Donc, qui est la langue qui représente les dents? Mais on est dans un même bateau, hein, ces rebelles-là. Mais il faudra y mettre fin quand même. Parce que depuis 63, comme elle a dit, 63, 90, 93 ou 14, 2006, 2009, 2012, trop, c'est trop quand même. Mais je pense qu'on finira par cohabiter en symbiose. Hein? Elle est d'origine Touareg, Tamashek. Bon, on ne se connaissait même pas. Mais il y a la convergence au sein de la diaspora. Mais aussi à Gao, il y avait une certaine symbiose, aussi bien qu'à Kidal. Alors, et puis les brassages. L'histoire a fait de tout ce qu'il y a beaucoup de brassages. Et même l'actualité. Les militaires maliens ont beaucoup d'enfants de couples mixtes à Kidal. Et même on parle, comme elle a dit, Touareg. Ils ne représentent que 5% des 1 500 000 des 3 régions. Ouais, ça c'est très intéressant. Donc sinon, vrai Touareg, il n'y en a pas. Il n'y a que la culture Touareg, la langue Touareg, le tifnar. Il y a eu trop de brassages. C'est pourquoi nous on parle même d'arabo-berbère, hein, ou arabo-musulman. Parce qu'il y a des peuples, il y a des arabes. Hein. Alors, il y a eu trop de brassages. L'administration coloniale a fait que les populations se sont mélangées. Et puis, post-indépendant depuis 60 à nos jours, il y a eu beaucoup de brassages. Donc, vraiment, revendiquer quelque chose territorialement, ce n'est pas fondé, l'Azawad. C'est juste au nord de Tombouctou. Mais aussi dans la vie pratique, quotidienne, culturelle. Alors, voilà, ça ne tient pas. Nous sommes appelés à nous entendre. Mais on doit lutter contre les influences extérieures aussi. Voilà, qu'on nous laisse en paix. Merci. C'est un petit peu la principale difficulté. Et un petit message d'espoir et puis de solidarité pour les populations qui sont à Tombouctou et dans cette région-là. Voilà, on espère beaucoup que ça va se régler. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. C'est la région, c'est la partie de l'Afrique occidentale où il y a le plus de métissage. Et c'est ça qui a fait notre force et notre union. On a toujours vécu en symbiose. Ce qu'une partie de composante de la société n'a pas, elle l'apporte. L'autre l'apporte. Dans le commerce et dans tout, jusqu'ici. Donc, ça ne peut pas se rompre comme ça du jour au lendemain. Il faut que des deux côtés, la raison l'emporte et qu'on revienne sur les accords de Tamanrasset. Surtout, le MNLA a déjà confié à certains de leurs frères leur embarras, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Donc, on peut comprendre que ce sont des éléments extérieurs
qui est en dessous qui les a manipulés. Ils ne savaient pas que ça allait se passer comme ça. Maintenant, tout le monde cherche une sorte de porte de sortie honorable. Comment la trouver? On va le faire, c'est ça la mission. Eh ben, merci beaucoup. Oui, une dernière Oui, alors vous voyez, je vous ai donné une copie entre autres, parce qu'il faut des preuves, des sources. Donc voilà, nous à Champigny, comme un peu partout, elle et moi, nous nous mobilisons pour la paix au Mali, pour l'humanitaire. Parce qu'on a même créé un front de défense de la République qui canalise les aides au sein de ce front. Il y a le front évidemment de la défense, il y a le front de l'humanitaire. Donc le message aussi, c'est aider le Mali, parce qu'après la guerre, il y a toujours les conséquences. Donc les populations civiles innocentes, il va falloir les aider. Voilà, merci. Alors, je mettrai le lien vers vos différentes associations donc sur l'article qui accompagnera cette vidéo sur internet. Voilà. Eh ben, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très bientôt alors. Merci.